moi, j'ai vu des copains qui sont décédés, des gens qui ont eu des accidents, qui se sont retrouvés en fauteuil. Je les ai côtoyés, hein, attention, supportés. Et là, je me retrouve, entre guillemets, à leur place. Ouais. C'est un moment où on se dit, putain, c'est mon tour, quoi. Bonjour et bienvenue dans Un genou à terre, le podcast qui vous apprend à vous relever quoi qu'il arrive. Alors pour cet épisode, je suis très heureux de recevoir Axel Alétru, premier pilote paraplégique vainqueur du Rallye Dakar. Bravo Axel. Ancien champion d'athlète de BMX et même de motocross. Je suis ravi de t'accueillir ici. Bonjour Laurent, Bon. merci. Axel, on va parler avec toi de ton parcours de vie. Oui. Quel âge tu as ? Aujourd'hui, 34 ans. Donc un jeune parcours de vie, mais semé d'embûches, on pourrait dire ça comme Je ça me décris souvent comme l'homme aux plusieurs vies, on va dire. Ah ouais, Malgré mon jeune âge. Ouais, malgré ton jeune âge. Bon, alors on va aborder ensemble ton parcours avant ton accident, qui t'a permis aussi toi de te relever en tout cas et de faire preuve de résilience. On va évoquer aussi l'épreuve de cet accident. Qu'est-ce que ça a eu sur toi par rapport à ta vie professionnelle, personnelle, la reconstruction, qui est l'élément clé finalement j'imagine, de ton parcours de vie, du rebond clairement. Et puis évidemment la résilience à travers le sport, puisque toi le sport, j'ai l'impression que tu l'as vraiment ancré en toi, c'est un peu ta passion, quoi. La résilience, c'est la clé du rebond. Ouais. Alors justement, pour rentrer dans le vif du sujet, on ne se connaît pas, on s'est contacté sur LinkedIn, tu as répondu favorablement à ma demande, donc c'est sympa. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en tant que sportif avant l'accident, qui tu étais avant cet accident et ce que tu as fait en fait? Alors à la base, donc, j'ai commencé par le BMX, c'est vraiment le tout début de ma carrière, si je peux dire. En tant que passion, j'imagine. Ouais, j'étais toujours sur un vélo, j'adorais le vélo, je pédalais dans mon jardin tout le temps, enfin entre midi et 2, le soir, dès que je pouvais, j'adore le vélo. Et à un moment donné, mes parents se sont dit, bon, il a l'air d'aimer le sport. Ouais. Et donc, ils m'ont inscrit au club de BMX de Lille. Okay. Et j'ai commencé, mais j'ai arrêté. C'est surprenant. En fait, j'aimais pas les entraîneurs à l'époque. Je sais pas, j'avais eu... moi, ce qui me faisait vibrer, c'était m'amuser à vélo. Ouais. Pas faire des tours et... foncer. Ouais. Moi, c'était vraiment le fun, le plaisir. Et donc, j'ai arrêté le vélo. Et un jour, mes parents m'ont ramené voir une compétition au club. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça peut être quand même pas mal de faire de la compète et essayer de gagner. Et je suis retourné au club et ça avait changé d'entraîneur. Et là, on ne s'entraînait pas sur la piste, mais on s'entraînait en dehors de la piste. On s'amusait à faire on appelle ça des carrés où il faut savoir tenir en équilibre. On faisait des sprints. En plus, comme il y a beaucoup de mauvais temps dans le Nord, on ne pouvait pas forcément rouler sur la piste là, à l'époque où je suis retourné à ce moment-là, à cette période. Du coup, on faisait des sprints sur l'allée en bitume. Et ça me plaisait en fait de faire toutes ces choses-là, tout en faisant évidemment un peu de terrain quand même, mais pas que du terrain. Et donc, j'ai repris goût. Et j'ai fait une première compète que j'ai gagnée. Et après, voilà, j'ai enfilé 3 titres de champion de France, 3 titres de champion d'Europe et 3 titres de champion du monde. La classe. Ouais. Ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que finalement, il y a peut-être un personnage central dans cette histoire qui t'a redonné goût, c'est l'entraîneur, la personne. Donc Julien Rocchizzani, qui est au Canada aujourd'hui, mais en fait, tout le temps, c'est grâce à lui que j'ai pu recommencer le vélo, sinon... T'aurais stoppé. Ouais, j'aurais pas... Ouais. Pourtant, j'adorais le vélo. Hein, T'avais quel âge à cette période-là ? Ouais, j'étais jeune, hein, j'avais... c'est de mes 6 à 12 ans. Ouais, 12 ans, ok. Ouais. Donc 12 ans, t'es en quoi ? T'es en 6e, c'est ça à peu près ? 6, 5e ? Je sais pas, je suis pas allé beaucoup à l'école, donc ouais. J'ai arrêté à 14 ans, donc je sais plus. À cause du sport ou grâce au sport ? Grâce au sport. Enfin, moi, je suis un autodidacte de la vie, donc l'école, c'est pas quelque chose qui m'a formé. Voilà, après, chacun ses avis là-dessus. Je trouve que l'école met beaucoup dans des cases et drive sur des choses. Là, la vie, moi, c'est une vie un peu spéciale, parce que j'étais sportif de haut niveau, donc ça m'a ouvert l'esprit, la culture du monde, d'autres pays. De l'effort. Les langues étrangères, des cultures différentes, de la performance, que l'échec n'est pas dramatique. Donc voilà, j'étais pas passionné par l'école, donc j'ai très vite arrêté. C'est marrant ce que tu dis parce que dans l'épisode pilote que j'ai enregistré moi-même en fait, je parlais justement de l'école en disant que dans l'école, tu avais souvent un tiers de très bon, un tiers de ok et un tiers de moins bon. Ouais. Moi, je faisais partie des un tiers des moins bons. D'accord. Et ce qui avait aussi drivé un petit peu mon tempérament, mon caractère,
sous la forme, non pas d'une revanche sur la vie, ça serait un peu fort de dire ça, mais sur l'envie de démontrer après coup que finalement, c'est pas parce qu'on n'est pas dans les cases de l'école qu'on peut pas y arriver. Et tu le dis très bien, le chemin, en fait, il démontre autre chose. Ah oui, oui. Moi, j'ai l'impression Simplement, de perdre mon temps. En plus, bon, j'avais ce rêve de devenir pilote professionnel de motocross. Donc, moi, être à l'école, c'était le fardeau. Moi, j'avais l'impression de perdre mon temps. Je voulais m'entraîner, je voulais faire du physique à côté. Donc, quand je rentrais de l'école, bah, j'allais courir, j'allais faire de la musculation, j'allais nager. Donc, faire les devoirs après, c'est pas du tout quelque chose qui me branchait. Après, voilà, c'était mes objectifs, mes ambitions. En France, malheureusement, on n'est pas du tout accompagné sur le côté sportif, encore moins dans les sports mécaniques. Et donc, parfois, je me souviens que je rentrais de la moto à des compétitions, il était, je sais pas, 3h du mat, un truc comme ça, le lundi matin. Et à 8h30, j'étais en cours. Et donc, j'étais un peu fatigué. Mais aucune compréhension des professeurs, rien. Donc ça, c'est ta jeune carrière, jusqu'à 14 ans. Après, quoi, tu bascules quoi, dans le monde professionnel. Enfin, comment tu bascules donc, je switch mon vélo pour une moto. Très vite, je progresse. J'enchaîne les championnats de France, championnats d'Europe junior, championnat du monde. Et j'ai une opportunité qui est de rejoindre l'équipe KTM en Autriche pour participer au championnat du monde pro. Voilà. Donc là, à partir de là, j'ai un choix de carrière. J'ai 16, 17. Ouais. Donc du coup, switch, où je dois faire une décision à ce moment-là qui est assez... soit je continue vraiment l'école, soit j'arrête. Mais déjà à partir de 15 ans, en fait, l'histoire, c'est que j'ai eu une blessure qui m'a empêché d'aller en cours parce que je me suis cassé le genou, tous les ligaments du genou. J'ai eu 9 mois d'arrêt. Avec un plâtre, rééducation, rééducation avant l'opération, après l'opération. Donc du coup, ça m'a empêché d'aller à l'école. Et après, quand j'ai repris le sport, soit je reprenais à 200% pour des objectifs, ou soit je le faisais à moitié. On sentait que je pouvais plus faire les deux en même temps. T'as imaginé à un moment donné arrêter le sport et te dire à l'âge de 16 ans, tiens, je vais faire autre chose, ou en tout cas, est-ce qu'à 16 ans, tu t'es dit... faire autre chose, c'est-à-dire faire autre chose que ton activité sportive, ton métier, quoi. Non. Non. Moi, depuis l'âge de 5 ans, j'ai jamais imaginé travailler. C'était vraiment mon truc, mon rêve. Et mes parents m'ont laissé croire à mes rêves, c'est important. Et pour tous les gens qui nous écoutent, ce que j'ai d'ailleurs évoqué dans mon livre « Et toujours rebondir » avec Albin Michel, j'ai sorti un livre où, au-delà des défis, je parle vraiment de toute l'éducation que j'ai pu avoir, que mes parents m'ont laissé le choix sur des responsabilités, qui m'ont mis face à mes propres responsabilités. Et ça m'a énormément aidé. Et j'ai pas eu ces croyances limitantes qu'on peut avoir par l'entourage, par le système, par la télé, aussi, de se dire moi je veux aller sur la Lune et que tes parents ou les profs disent non mais attends, rêve pas toi. Donc j'ai pas eu tout ça, donc ça a été une chance. Donc voilà, écoutez... Laissez croire aux rêves de vos enfants. Alors donc là, tu continues ton aventure, ton rêve, tu fais des compétitions, tu deviens champion du monde. Oui. Champion du monde. Et c'est à ce moment-là où finalement, tu te sens dans une dynamique... tu te sens quoi, invincible à ce moment-là Non, du tout. En fait, alors déjà, il faut savoir qu'on pratique un sport à risque extrême. On sait qu'il y a une épée de Damoclès sur notre tête tout le temps parce que... Une petite blessure peut gâcher toute une saison. J'en ai vu tellement. Au dernier tour de dernier entraînement d'avant la course, le mec, terminé, la saison est foutue. Donc non, on n'est pas du tout comme ça. Mais en tout cas, j'étais sur une pente ascendante et j'étais en train d'accomplir ce que je voulais réaliser depuis tout petit. Donc c'était mon rêve de gosse et j'avais encore plein d'objectifs, mais je veux dire, une marche qui était franchie dans ma vie. Ouais, t'as atteigné le but, quoi. Ouais. Et donc, après tous ces entraînements, en fait, quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit, on se dit, c'est par rapport à de là où je viens et tout ce qu'on a franchi, on se dit, ça y est, on commence à toucher le bout. On commençait à voir la partie visible de l'iceberg, c'est ça, de tout ce travail. Donc le jour J arrive, c'est-à-dire que globalement, t'es en compète. Championnat du monde en Lettonie, 27 juin 2010. Et tu te souviens ? Enfin oui, tu te souviens, c'est une question. Oui, si. Il fait beau, il fait pas beau. Très chaud. C'est la canicule en Lettonie cette période. Il fait chaud sur les mois de juin et juillet en Lettonie. Et je chute et je perds l'usage de mes jambes. Donc en une fraction de seconde, tu vois même pas les gens me posent tous dans la question. Je dis
Je sais même plus tenir en équilibre assis, quoi. C'est vraiment radical. Tu tombes, ouais, direct. sans même t'en apercevoir finalement. Ah ouais, c'est terrible. Bon. Là, donc, c'est fatal. Ouais. Globalement, Puis je tombe pas forcément dans le meilleur des pays. Ouais. La Lettonie, c'est... Ouais. On se rend pas compte, mais c'est pas terrible. Donc, du coup, J'y suis retourné là, mais ça a bien évolué. Mais il y a 14 ans, presque 15, ouais, c'était pas terrible. Les moyens médicaux, enfin, on se rend pas compte. Mais... Et comment tu fais là? Parce que du coup, tu dois gérer à la fois ce sujet-là qui te rend certainement anxieux. La panique, l'angoisse. Autour de toi, tu as quoi? Ta famille, t'as ton J'ai mes staff, parents qui sont là, le staff, les mécanos, tout ça. Et le but, c'est de pouvoir rester concentré pour pouvoir m'évacuer de la meilleure des manières possibles. Ouais. En fait, tu es obligé de faciliter le travail des autres en disant bon, ok, ouais. Allez, je me concentre. Il faut rester vraiment concentré, il faut anticiper beaucoup. J'ai eu cette faculté de vraiment gérer les services de secours, c'était important parce que là-bas, si tu dis rien, on te balance sur un brancard et là, la colonne vertébrale, elle est complètement sectionnée, là, on ne parle plus. Donc ouais, c'était important de gérer ces premiers instants, me faire opérer en Lettonie, et après j'ai été rapatrié, pas en Autriche, mais en France, donc au CHR de Lille pour une nouvelle opération. Comment tu gères ces premiers moments où tu prends conscience finalement qu'il y a un truc qui s'est passé là? Ça te paraît assez grave. Comment ces premiers instants, déjà, à quoi tu penses et à qui tu penses si tu penses à quelque chose? Bah, je pense... on se dit que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouais, déjà tout de suite. Même si je savais que voilà, on est tous vulnérables, mais c'est un moment où on se dit putain, c'est mon tour, quoi. Merde, c'est mon tour. Ouais. C'est ça qui est assez troublant parce que moi j'ai vu des copains qui sont décédés, des gens qui ont eu des accidents, qui se sont retrouvés en fauteuil. Je les ai côtoyés, attention, supportés. Et là, je me retrouve entre guillemets à leur place. Ouais. Et ça, c'est... Ouais. On prend conscience de ce qui leur arrivait tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas comprendre. Et donc là, je me dis waouh, ça va être un long chemin, mais je décide de pas me résigner à cette diagnostic, on va dire. Ouais. Donc du coup, tu es opéré, rapatrié en France. Ouais. Et là, tu rentres dans un long cheminement où globalement, on te dit, Axel, il va falloir prendre conscience que ça va être compliqué. Vous allez je me souviendrai, j'avais un staff médical qui était à côté de moi, qui était au CHR, et là, les médecins se prononcent pas. Ouais. Ah, c'est chaud quand même. Ouais, c'est... Pas te dire ça va aller, ne vous inquiétez pas. J'aurais bien voulu. Ça va le faire. J'aurais bien voulu, ouais, j'imagine. C'est clair. Et c'est ça qui est horrible, parce que... T'attends ça quand même en plus. Ouais. T'attends qu'on dise en fait, ça va le faire, quoi. T'as espoir et tu t'essayes de te raccrocher à ce truc en disant peut-être que... Et t'espères tout le temps. Et là, le verdict tombe et on te dit... alors j'en rigole aujourd'hui, mais c'est vrai que au début, on dit putain, tu remarcheras... probablement jamais, donc c'est ça qui est troublant, et à 20 ans surtout. Alors il y a toujours plus pire, comme je dis, mais mentalement c'était dur. Donc, 20 ans. Et là on se dit, tête de mule, je me dis non mais ils me connaissent pas. Et hors de question. Voilà. Il a dit probablement, donc probablement ça veut dire que c'est pas mort. Bah voilà, c'est ça. Du coup, tu te raccroches à ça, à l'espoir. L'espoir fait vivre. Ouais. Donc du coup. Je décide de ne pas m'abattre et de commencer à exploiter des choses. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que quelques jours après ma deuxième opération en France, j'ai commencé à avoir des mini-contractions qui ont commencé à récupérer sur la cuisse de gauche. Donc déjà, ça, c'était encourageant. Donc du coup, j'ai commencé à les exploiter dans mon lit d'hôpital avec des séries de 10, de 15... Enfin, ça a été... Tu sens tes muscles en fait qui se contractent? J'arrive à contracter tout doucement. Ouais. Alors c'est vraiment infime, mais il y a des choses qui se réveillent, donc c'est encourageant. Juste pour bien comprendre, tu es complètement paralysé du bas. Oui, au niveau des jambes. Au niveau des jambes. Donc tes jambes, elles sont amorphes. Je peux plus les bouger. Ouais. Et toi, tu es en mode, il est hors de question, est-ce que ça se passe de cette manière-là? Je vais tout faire pour y arriver. Oui, alors après, prudent, je me prends pas pour un super-héros, et je me dis... je vais essayer. Je vais le tenter. On parlait tout à l'heure de l'importance de l'entourage. Tu parlais de ton entraîneur qui était un élément déclencheur. Ouais. À qui tu penses à ce moment-là quand les médecins te disent en fait probablement ça va pas le faire, quoi. À quoi tu penses? À qui tu penses? À moi-même. Toi-même? Ouais. Là, tu as une version de... Ouais, je me concentre sur moi. Ah ouais, je pense qu'à moi...
chacun pour sa gueule, hein, ce truc-là. Non, mais là, Non, mais t'as raison, c'est clair. non, mais je me raccroche à quoi? À des exemples de personnes qui ont peut-être eu, je vais pas dire la même chose, parce que chaque blessure est différente. Ouais. Mais Des épreuves comme ça, quoi. ouais, Ouais. en me disant, bah tiens, lui, il a réussi, pourquoi pas moi? Ouais. Tu vois. Et puis aussi, je me raccroche au fait que j'ai pas une section complète de la moelle épinière. J'ai une dislocation, donc c'est différent. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est presque sectionnée, mais pas entièrement. Entièrement. Donc il y a un espoir, mais très 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 infime. C'est rien. Il y a moyen de moyonner comme dirait l'autre. C'est vraiment. Donc tu saisis la chance. Donc Tu sens je pars en rééducation. Tu pars en éducation. Donc tu sens quand même des contractions. Enfin, tu sens Que ça se réveille. Ça se réveille tranquillement. Donc je pars en rééducation. Et là, il n'y a pas de date de sortie. Je rencontre le médecin qui me redit un peu le même diagnostic. Et là, je me dis, mais attends, ok, bah, je vais voir. D'ailleurs, il témoigne aussi dans mon livre, le docteur Khaled, où il m'a vu arriver avec un grand sourire, où j'étais ultra motivé. Et lui, il a eu super peur, parce qu'il se disait, putain, lui, il pense il a que... plein d'espoir. Bah ouais, super, et alors, bah ouais, si ça marche pas, c'est la chute libre. Ouais. Donc, j'ai beaucoup d'espoir aussi avec ma kiné, parce que j'attends beaucoup de réponses, avec leur expérience, tout ça. Et donc on commence à travailler et là première exo, j'essaie de me mettre assis sur une table, j'arrive pas à tenir et là je me prends un coup de massue dans la tête parce que je me dis merde, moi je veux potentiellement remarcher, j'arrive même pas à tenir assis sur une table de kiné. Là ça a été là, ouais, tu prends c'est dur, là tu dis ça va être un peu compliqué. C'est dur. Ce qui est assez flagrant sur ce que tu racontes, c'est que globalement là, quand tu as raconté le fait de voir ton médecin, Dr Khaled, et ton kiné, je me suis projeté en me disant, ok, c'est le pilote d'une écurie qui vient et qui va voir son équipe, son staff, quoi, tu vois. Et l'image que ça m'a donné, c'est, j'ai mon staff, j'y vais, et le compétiteur, c'est moi, et on va tout faire pour y arriver ensemble. C'est de la cohésion d'équipe, c'est de l'esprit d'équipe, c'est ensemble, en collectif qu'on y arrive. Donc en rééducation, on n'est pas seul, hein. Souvent je le dis dans mes conférences, j'interviens beaucoup sur les sujets de la résilience, de la performance, du rebond, de la cohésion d'équipe en entreprise. Et là, c'est un peu ça, il y avait moi, mais autour de moi, il y avait un kiné, il y avait le docteur, il y avait mes parents, il y avait l'ergothérapeute, il y avait le prof de sport, il y avait... on était 8 ou 10, quoi. Ouais. Et donc, c'est vraiment un projet de rééducation qui se construit ensemble, en équipe, avec une vision claire, des échéances à atteindre. Et oui, c'est pas seul où je me dis, bon, bah, je vais me battre contre moi-même. Ouais. Alors oui, je fais un combat pour moi, mais je veux dire, les gens qui sont autour de moi, c'est une team et c'est ensemble qu'on y va, quoi. Et à la différence d'une compétition où il n'y a pas de date ou avec un point de départ et une arrivée. C'est-à-dire que là, tu y vas pour... Ouais, et c'est ça qui est dur aussi. Ouais. C'est un peu comme, je projette ça souvent, un peu comme le Covid où bah, tu n'as aucune visibilité. Ouais, t'es dedans. Ouais, donc personne te dit, bah, la deadline, c'est dans 2 mois, c'est fini, ou dans 3 mois, c'est bon. Là, le Covid, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Est-ce que c'était 1 mois, 6 mois, 2 ans, 5 ans ? Bah, moi, c'est pareil, la rééducation, est-ce que ça allait durer 1 an, 6 mois, 2 ans, 3 ans, 10 ans ? Tu sais pas. Et à la fin, on se disait, est-ce qu'on fait pas tout ça pour rien ? Parce que ça se trouve, j'aurais pu travailler 2 ans et ne rien récupérer. Donc, perdre 2 ans de ma vie. Ouais, oui. Bah si, 2 ans à espérer. Ouais, 2 ans à espérer, ouais. Donc, du coup, c'est ça qui est mentalement hyper dur. Donc, d'où le fait de se projeter avec des échéances claires et une vision. Et au bout de combien de temps tu commences à marcher ? Une première échéance où je me mets debout dans l'eau. Ouais. Donc ça, c'était énorme. On ne se rend pas compte parce que ça paraît simple, mais pour moi, c'était quand même une super victoire. Pour moi, mais aussi pour les gens qui m'entouraient. Et au bout de à peu près, je dirais 1 an, presque presque 1 an et demi, j'arrive cette fois à mettre debout, mais entre les barres parallèles sur la terre ferme. Ouais. Et en fait, j'ai des attelles qui viennent. L'histoire, c'est que je ne progressais plus. Donc, à un moment donné, je me suis dit, au lieu d'attendre que ces muscles ne récupèrent pas, bah, pourquoi pas essayer de créer le changement, m'adapter, innover sur ces muscles qui ne fonctionnent plus. Et donc, on a créé des attelles en carbone qui tiennent mes chevilles à 90 degrés. Okay. Et en fait, c'est grâce à ça que j'ai pu me mettre debout, avec un jeu d'équilibre qui est quand même assez conséquent. Parce que je sens pas mes pieds, donc en fait, c'est dur. Ne pas sentir ses pieds, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, on ne sait pas où on se trouve. Donc c'est toute une réadaptation totale. Moi, en tant que bipède depuis mes 20 ans,
là, je me retrouve sans sentir mes Ah ouais, pieds tu et me remettre debout. Donc, ouais, c'est comme si je réapprenais à marcher comme un enfant. Mais ce qu'il faut dire, c'est que je t'ai accueilli, tu es arrivé avec ta grosse bagnole, ton van. Ton van. Je t'ai dit timidement, maladroitement, Axel, on a quelques escaliers. Ok, pas de problème, tu as monté les escaliers. Je t'ai dit, par contre, on a aussi quelques escaliers pour aller au studio en bas. Ok, et je t'ai vu avec tes béquilles. Enfin, tu gères le truc, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Alors, il faut savoir que j'ai les deux. Bah, justement, dans mon van, dans mon camion, j'ai un fauteuil roulant que tu as vu. Que j'ai vu, ouais. Si par exemple, je suis garé très loin parce que je peux pas marcher, voilà. Et j'ai mes béquilles. Par exemple, s'il y a des escaliers. C'est ça. Comme là. Donc, tu vois, moi, je fais les deux. Mais chez moi, je suis plutôt en fauteuil roulant. Mais quand on fait des petits trajets comme ça, que je suis garé à côté, je prends mes béquilles. Alors, ce podcast, c'est vraiment donc un genou à terre. C'est vraiment ce podcast de la résilience, se relever. Toi, on peut considérer que finalement, ta résilience, c'est à travers le sport, puisque tu as retrouvé en tout cas, j'allais dire le goût à la vie, non, parce que finalement, te battre, c'est aussi avoir le goût à la vie, mais en tout cas, le goût certainement à aller au-delà même de ta rééducation par le sport. Ouais. Explique-nous un petit peu ce qui t'a amené à dire, ok, je ne vais pas lâcher le sport comme ça, maintenant que je suis revenu sur mes deux pattes, là, j'y retourne. Il fallait que je me lance à un défi. Ouais. Pourquoi il fallait ? Parce qu'il fallait donner du sens à ma vie juste après l'accident. Alors, soit j'avais le choix de reprendre les études, ce que j'aimais pas, comme j'ai dit au début, ou soit reprendre le sport, parce que le sport, c'est toute ma vie. Donc, je me suis dit, j'ai envie de démontrer que malgré mon handicap, clairement, qu'est-ce que je pouvais faire ? De nouveau être un champion, de nouveau avoir une carrière et aller challenger des gens en compétition. Et j'ai essayé pas mal de sports, handisport. J'ai fait du ski fauteuil, j'ai fait de l'escrime fauteuil, j'ai fait de la natation. Et j'ai jeté mon dévolu dans la natation parce que c'était vraiment... j'avais cette sensation de liberté, j'avais cette sensation de flottement. D'être un peu comme les valides. Puis il n'y avait pas de fauteuil, rien dans l'eau, pas d'attelle. Donc c'est ça qui est intéressant. Et donc je me suis dit pourquoi pas me lancer le défi. Et voilà, je me suis dit je pars d'une feuille blanche. Moi qui étais athlète de haut niveau, là je dois tout réapprendre. À nager avec les bras déjà, par commencer. Puis ensuite, essayer de faire des compétitions. Et ça a été plutôt un succès. 5 ans de natation, je suis devenu 12 fois champion de France. Vainqueur des Jeux européens et décroché 3 records de France. Donc ça a été ce monde-là que tu connaissais pas. Le monde olympique, je connaissais de vue, mais pas l'intérieur, l'envers du décor. Moi, comme j'étais plus dans les sports mécaniques, en fait, c'est un peu on est un plus, tu vois, quand on est sport méca, t'es plus avec des mecs qui font des sports méca ou des freestylers ou de sport extrême, tu vois. Qui sont pas quoi dans les... dans les rangs de l'olympisme. C'est ça. Tu vois. Du coup, on est plutôt vraiment ensemble, même si maintenant il y a le skate au jeu, mais avant il n'y avait pas. Mais tu vois, tout ce qui est freestyle, motocross, vélo, freestyle ski, on est un peu... C'est un univers à part. On est un peu ensemble. Et je connaissais pas du tout, du coup, ce monde olympique où finalement tous les athlètes olympiques se rassemblent sur des événements comme ça, ou les étoiles du sport, ou ce genre de choses. Et donc j'ai eu la chance de découvrir un autre monde avec d'athlètes de différents univers, et ça a été très enrichissant de les rencontrer. J'étais très content de faire la natation. Ça a été vraiment un... ça t'ouvre. Ça m'a ouvert beaucoup de choses. Alors, on parlait de ce défi, du sens à ta vie. J'ai une question un peu plus perso, peut-être un peu décalée. C'est quand on subit un accident de la vie comme tu l'as subi, comment financièrement on vit derrière ? Est-ce que du coup, c'est ton activité de sportif de haut niveau qui te fait vivre après l'accident ? En fait, tu vois, on pourrait se dire, mais tout s'écroule, tout me tombe sur la gueule. Comment ça se passe et comment tu vis aujourd'hui, en fait ? Déjà, j'ai eu l'accident en 2010. J'ai eu 2 ans et demi de rééducation. Là, j'étais en rééducation, quoi. Donc là, après, j'avais 20 ans, 22 ans. J'étais encore chez mes parents. Les parents qui sont là, Après, quand j'ai recommencé la natation, j'avais 23 ans, donc j'étais encore chez mes parents. Donc voilà, j'ai eu le temps de tout doucement me reconstruire. Et par la suite, après, j'ai commencé tout simplement à faire les démarches pour... bénéficier d'un accompagnement, d'une aide. La fédération,
La licence, j'étais assuré, tout ça. Donc il y a eu tout ce cheminement là. Cheminement qui est long. Hein. Bah, j'imagine, ouais. Mentalement, c'est dur aussi parce que. Alors, faut savoir qu'en Lettonie, j'ai pas été transporté dans les bonnes conditions. Il devait avoir un hélicoptère sur le terrain, il n'y avait pas. Okay. Dans le règlement, la fédération internationale ne peut pas laisser le départ d'une compétition s'il n'y a pas d'hélicoptère. Là, il n'y en avait pas. Voilà. Le problème, c'est que c'est une fédération internationale qui est basée en Suisse. Je suis tombé en Lettonie. Donc voilà, trouver quelqu'un qui est avocat international, qui gère tout ça, c'est compliqué. Donc ça a pris beaucoup de temps. Et c'est pas juste... en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais le handicap, c'est quelque chose qui coûte cher au quotidien. Bah oui. Tout simplement, réadapter sa maison, avoir une voiture adaptée. Pas trop d'étages. Bah voilà, c'est toutes ces choses-là. Je sais pas, demain, toi, tu veux faire du vélo, tu vas à Between, t'achètes un vélo à 100 € ou sur le Bon Coin, j'en sais rien. Ouais. Moi, tu dois te taper un vélo qui coûte 6 000 € parce que c'est des vélos très peu de quantité. Ouais. Vélo à bras spécial. Aujourd'hui, comment tu te projettes? Donc, tu dis que tu as différents projets là. J'ai vu que tu es le premier à avoir remporté le rallye Paris-Dakar, c'est ça? Ouais. En tant que statut d'handicap? Ouais, il n'y a pas de catégorie handisport. Donc, on va dire, oui, c'est ça. En tant que pilote en situation de handicap, on va dire. Je sais pas comment le décrire. Parce que comme ça. Ouais, c'est dur au final. Il n'y a pas de catégorie handisport ou autre. Donc voilà, j'ai gagné devant les valides, la catégorie ACSV T4. Ouais, pas mal. C'était une première, hein, ça s'est jamais fait. Ouais, pas mal. Ça a été une aventure humaine qui a été extraordinaire parce que jamais j'aurais cru, après mon accident, un jour... refaire tout ça, quoi. Bah ouais. Comme je dis souvent en conférence, si le médecin en Lettonie m'avait dit... vous avez perdu l'usage de vos jambes, mais vous gagnerez le Dakar un jour. Axel, j'aurais été très loin d'y croire. Ça, c'est certain. Et c'est quoi justement, alors, les conseils que tu peux partager comme ça auprès de celles et ceux qui nous écoutent là? Pour le Dakar ou en général? Non, en général. Toi, à 32 ans, tu as quand même vécu des choses extraordinaires. Tu t'es accroché? Oui. Alors, il y a plein de choses. La première, c'est déjà... on l'a dit au début de ce podcast, c'est ne pas croire les croyances limitantes que peuvent nous mettre notre entourage, le système, l'éducation, etc. Et il est important de bien se connaître pour se lancer des objectifs selon ce qu'on sait faire. Qu'est-ce que ça, avec cette épreuve et avec ce recul surtout, qu'est-ce que ça a déclenché de plus chez toi en termes de force ou de caractéristiques? Je dirais que... aujourd'hui, je sais énormément anticiper beaucoup de choses. En fait, le handicap t'amène à devoir réfléchir à chaque chose. Tout simplement, un déplacement, tu dois réfléchir anticiper, à tout. Quoi. Ouais. C'est relou à la fin. Parce que toi, je sais pas, tu vas avoir des potes, tu prends un manteau, tu y vas. Non, mais... Moi, je réfléchis à tout. Tu sais, je pensais à toi. Trop chiant. Je pensais à toi en préparant cet échange. On va très régulièrement à Paris. Ouais. Et on prend très régulièrement le métro. Ah ouais. Et je me suis fait la réflexion la fois dernière également quand j'ai pris le métro en me disant, mais en fait, en vrai, tu vois aucune personne avec un handicap, avec un fauteuil. Ah bah tu peux pas. Il n'y a pas d'ascenseur. En fait, ils sont en panne. C'est un truc de fou en fait. Tu peux pas, vraiment tu peux pas. Et c'est là où tu prends conscience. Et donc tu vois, je te coupe, désolé, mais tu vois, par exemple, toi tu vas prendre le métro ou quoi, tranquille, ça te coûte, je sais pas, c'est combien, 1 €, j'en sais rien. Moi je vais me taper un taxi à 50 balles. Ben voilà, non mais voilà. Mais c'est ça, c'est le truc, il est fou quoi. Et donc du coup, effectivement, on prend pas conscience de tout ça. Ouais. Et en même temps... Donc ça, c'est ma grande qualité. Pas savoir anticiper, préparer les choses et prendre du recul sur beaucoup de choses. Tu vois, je vais pas dire que t'as un problème, parce que bon, voilà, je reste un humain. Mais certains vont paniquer ou s'énerver pour des petites choses. Moi, voilà, je vais prendre beaucoup plus de hauteur sur ces choses-là. Et c'est important. T'as pas trop le choix. Oui, mais je veux dire, la vie m'a amené à prendre de la hauteur. S'il y a un avion qui est en retard, si c'est moi qui est en retard, enfin voilà. C'est alors que certains vont se stresser pour 2 minutes de retard, par exemple, ou j'en sais rien. C'est un exemple parmi tant d'autres, tu vois. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Si tu avais un conseil à donner à ton toi, à l'Axel duquel, il y a 20 ans ou avant l'accident? Avant l'accident.
Fais pas de moto. Vraiment? Ah ouais, je pense que j'aurais switché sur un autre sport. Ouais. Ouais. J'adore le motocross. Attention, c'est un super. Enfin, ça m'a appris beaucoup de choses sur la vie. Énormément de choses en tant qu'adolescent. Ça m'a construit, ça m'a forgé le caractère. J'ai appris la résilience aussi déjà avec des échecs que j'ai pu avoir sur des résultats, tout ça. Mais oui, je dirais, la moto, c'est tellement un sport qui est ingrat. Je pense que c'est le sport vraiment le plus ingrat de presque tous les sports, hein, parce qu'il y a tellement de... Pourquoi tu dis ingrat? Dangereux, oui. Ingrat, si. Bah, par exemple, tu peux être... ta saison, tu es au top. Là, Ouais. tu es prêt à tout gagner parce que tu es largement au-dessus du niveau. Et puis paf. Et paf, tu te casses le poignet. Voilà. Terminé. Tu loupes deux courses, Terminé. 100 points dans les dents, Ouais, terminé, au terminé. revoir. Voilà, alors que tu es le meilleur. Hein. C'est toi qui gagne tout le reste de la saison. Hein, Ouais. Mais tu es blessé. Voilà. Axel, aujourd'hui, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Oui. Tu fais aussi quelques conventions, séminaires. Mhm. Tu interviens. C'est quoi ton activité du moment? Moi, j'interviens beaucoup en français, en anglais aussi, Ouais. international. Et sur les thèmes de la résilience, le dépassement de soi, la cohésion d'équipe, beaucoup d'interventions où voilà, j'amène ma touche personnelle sur les séminaires, les réunions commerciales pour motiver les collaborateurs, leur parler de la conduite du changement aussi. Voilà, on est en plein dedans avec tout ce qui se passe en ce moment, le contexte économique. Donc Ouais. c'est important de savoir se réinventer, de s'adapter face à la situation. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis leader sur mes thèmes. Ouais. Top. Voilà. Top. On te retrouve sur les réseaux sociaux également, LinkedIn entre autres. LinkedIn, Instagram, Instagram, voilà. Bon, J'essaye de transmettre au mieux. Ouais. Et 32 ans, c'est extrêmement jeune. Dans 34. 34 ans. 34 ans, ça reste extrêmement jeune Ça aussi. reste jeune. J'ai encore 25 ans dans ma tête. T'inquiète pas. Moi, c'est pareil, à peu près. Comment tu te projettes là, dans 10, 20, 30 ans? Tu arrives à te projeter ou au contraire, au jour le jour? Oui, j'arrive à me projeter. J'ai fait beaucoup de défis dans ma carrière. Ouais. Aujourd'hui, je prends j'ai encore des choses que je vais accomplir. Ouais. On verra si ça fonctionne. Bon, on te le souhaite en tout cas. Voilà. Bon, Axel, merci d'avoir participé à Un genou à terre, Avec grand plaisir. le podcast qui nous apprend la résilience et de se relever dans tous les cas. Merci Ça à roule. toi. À très vite. Merci. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à nous supporter sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Abonnez-vous, mettez des likes, des notes 5 étoiles. Je vous dis à très bientôt. Salut.